Bonsoir tout le monde. Alors, vous imaginez bien, c'est pas toujours évident de faire des conférences quand on est sur une plateforme comme Webex en visio. Mais on va tenter de faire les choses. Du coup, j'ai quand même quelques interlocuteurs ici et puis vous. J'ai vu, Fiamma, que tu étais connecté, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux expliquer vraiment tous les points par lesquels il faut faire pour enlever ce son d'entrée-sortie? Parce que apparemment, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est super gênant. Ok. Donc voilà, Camille m'a présenté, Aline Tatton, psychosexologue et thérapeute de couple. Je suis aussi accessoirement présidente d'un collectif qui s'appelle le collectif Sui Generis. Si j'en parle ce soir, c'est aussi principalement dans l'idée de vous dire que je suis spécialisée en questions de genre et d'identité de genre. Donc toutes les questions qui auraient attrait aussi à cette thématique sont les bienvenues. Voilà, on peut changer de slide. C'est toi qui fais ou c'est moi? Parfait. Euh, donc je vais pas m'étaler sur la contraception parce que l'idée c'est que demain vous avez Madame Stengel du planning familial qui va venir vous parler beaucoup plus spécifiquement des maladies, de la contraception, de la prévention, etc. Mais l'idée c'était aussi d'aborder la contraception par rapport à la sexualité et finalement qu'est-ce que la contraception a permis dans la sexualité. C'est vrai que il faut dire qu'avant les années 60, la contraception était compliquée, elle n'était pas tout à fait idéale, ni pour les hommes, ni pour les femmes, et que du coup, la sexualité était bridée, en tout cas l'acte sexuel était vraiment bridé par les injonctions de pas encore vraiment les maladies, même si la syphilis était déjà quand même là, mais c'était pas autant important que depuis 1980 avec le sida. Donc c'était surtout la peur de la grossesse. Non, c'est bon. Les petits couacs du direct. Ok, il y en aura peut-être encore. Sait-on jamais. Donc du coup, c'est vrai que pour les femmes qui étaient quand même aussi les personnes qui devaient être enceintes et puis porter ses enfants et puis les assumer, c'était une crainte et donc cette émancipation, cette contraception leur a permis aussi de vivre une sexualité beaucoup plus libre et beaucoup plus à l'exploration et à la recherche du plaisir, plus que simplement de répondre peut-être à ce que les hommes avaient envie de vivre. Voilà. Alors, quelles sont les peurs aujourd'hui liées à la sexualité? Bon, c'est pas des peurs en soi, c'est surtout des performances. Hein. L'injonction, le conformisme a vraiment cette je dois jouir absolument, je dois être absolument performant. Pour les personnes à pénis, c'est vraiment je dois avoir une érection qui va durer tant de temps et qui va pouvoir absolument être jouissif pour ma ou mon partenaire. Donc c'est un petit peu ce qui a polarisé aujourd'hui les idées et les interventions qu'on fait, c'est principalement sur la performance et un peu cette injonction de jouir. Je crois qu'on le voit encore assez souvent dans les magazines, dans les revues, où on identifie, les études ont identifié que les rapports lesbiens, par exemple, les personnes, les femmes ont plus d'orgasmes. Je crois qu'on est à quelque chose comme 86%, contrairement aux rapports hétérosexuels. On est à une soixantaine, etc. 68, je crois aussi, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça tombe un peu. Et moi, si j'ai pas cette jouissance, si je n'arrive pas à jouir, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vrai que on a. Oui. Ah non, c'est pas encore la bonne slide. On passe avant. Non, mais celle que je vois, c'est la contre. Ok, oui, d'accord, parce qu'il y a plusieurs écrans. Enfin, voilà. Et du coup, moi j'en ai fait. Voilà, cette injonction de jouir, etc. Donc c'est un peu les peurs. Les peurs aussi sont, mais finalement,
aujourd'hui dans cette hétéronormativité, c'est de se dire, est-ce que être homosexuel ou être bisexuel, est-ce que ça fait partie de la norme? Et est-ce que j'ai le droit d'avoir une sexualité avec une sexualité homosexuelle sans pour autant être gay, par exemple? Ça, c'est des questions qui viennent assez récurrentes. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une relation, si je suis une femme, avec une autre femme, sans pour autant être lesbienne? Et effectivement, ça s'incombe plus des pratiques que forcément d'une orientation sexuelle. Donc ça, c'est aussi des paradigmes auxquels il faut tenir compte et puis les identifier en imaginant bien que cela ne fait pas de vous une personne homosexuelle pour autant. Et combien même. La prévention, oui. Alors, en Suisse, c'est un petit peu en Europe, on a vraiment polarisé l'accent sur la prévention. Donc, la prévention des maladies, la prévention des grossesses non désirées. Mais on n'a jamais vraiment élaboré les thématiques sous l'angle du plaisir. Et du coup, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de parler uniquement de prévention sexuelle avec la contraception ou les maladies si on ne parle pas aussi du plaisir. Parce que c'est une hygiène de vie, la sexualité est, et dans la prévention, j'ai envie de dire, là on est dans la prévention maladie, mais dans l'hygiène mentale et l'hygiène de vie, on va y revenir un petit peu plus tard, c'est super important. Donc moi, je n'aborderai pas cette thématique avec vous, donc les questions qui vont être plus orientées sur la prévention maladie et grossesse, ce sera pour demain. Je crois qu'on peut changer de slide. Je prends un peu hein, c'est pas évident. J'espère que je bégaye pas trop, mais je prends mes marques. Ok. Je vous ai juste mis des planches anatomiques. Malheureusement, c'est un peu compliqué d'en trouver de très bonne qualité. Maintenant, il y a le bioscope à l'Uni de Genève qui en font des bonnes, mais j'arrivais pas à les télécharger pour les mettre dans ce format. Donc voilà, vous avez pas un sel avec un vagin et un utérus. Oui, c'est celle du bioscope et l'autre pas. Mais enfin voilà, l'anatomie des deux sexes. Et puis cette anatomie, ce qui est intéressant de soulever, ce qui m'intéressait en fait de voir évoquer avec vous, c'était particulièrement le clitoris qu'on voit en vert. En fait, tu vois la même chose, Florent, que ce que je vois là. Ok. Ouais, super. Le petit curseur. Le clitoris, longtemps, très longtemps, et encore maintenant, on l'apparente à une espèce de petit truc qui ressort de la vulve, mais on ne s'imagine pas qu'il a en fait une longueur à l'intérieur du vagin qui est assez conséquente. D'ailleurs, on le voit sur le schéma, c'est tout ce qui est en vert, donc on a les bulbes qui sont vert clair et puis le corps caverneux qui est plutôt en vert foncé. Donc c'est assez grand et c'est même très grand. Et ce qui montre bien que la stimulation du clitoris par l'extérieur est une stimulation très intéressante dans l'acte sexuel, mais pas que. On peut tout à fait avoir une stimulation du clitoris par d'autres biais et par l'intérieur du vagin. Et c'est aussi ce qui est important de dissocier quand on parle d'une femme, ben moi je suis clitoridienne ou vaginale. Bon alors, ami de Freud. Ça n'existe pas. C'est juste que toutes les personnes avec un clitoris sont des personnes clitoridiennes, sauf que la stimulation, elle peut être directement ou indirectement faite sur le clitoris. Donc si on part du vagin, eh bien, on va avoir une stimulation clitoridienne indirecte. Et puis si on parle de l'anus, parce qu'on peut aussi tout à fait avoir des orgasmes et stimuler le clitoris par la voie rectale, et dans ce cas-là, on reste en fait des personnes clitoridiennes. Voilà pour ça. Concernant le clitoris, tu as dit avant que c'était assez récent pour commencer à en parler. Tu as une idée d'à peu près quand ça a commencé? Ces planches anatomiques du bioscope datent de l'année passée.
ou de 2018 ou de 2019. Donc, elles sont hyper récentes. La dernière fois, donc, 16 ans. Moi, j'ai un fils de 16 ans qui était à l'école en sciences humaines, enfin en sciences humaines, dans les, en cours d'SVT, je sais plus comment on dit en Suisse, voilà, et qui avait des planches anatomiques avec un clitoris qui était représenté comme une forme de petite dent qui ressortait de la vulve, simplement vers l'ouverture des lèvres, et c'était tout. Donc, je ne sais pas si ça a changé. Mon fils a 16 ans, celui dont je parle, il avait 14 ans. Donc, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans à l'école, c'était pas encore OK, quoi. Ouais. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ça l'est. Je pourrais vous dire prochainement quand mes enfants, les autres vont grandir et que je verrai les cours d'anatomie. Pour ce qui est du pénis, alors ce qui va être intéressant, c'est pour la slide suivante, mais pas tout de suite, mais de voir en fait cette anatomie comparée. Ce que j'aimerais relever ici, c'est que dans cette planche anatomique, on n'a pas les mêmes couleurs. Ouais, on peut passer à la slide suivante, ce sera plus simple. Voilà, là on a l'anatomie comparée. Ça veut dire que vous voyez en haut une personne avec un vagin et une vulve, alors découpée évidemment, et une personne avec un pénis. Pourquoi c'est important de voir cette planche d'anatomie comparée? Que dans l'embryogenèse, donc à partir de la 7e semaine de grossesse, c'est à partir de ce moment-là que le fœtus va, en fait, enfin l'embryon, va faire sa différenciation. Autrement, c'est exactement la même chose. On ne peut pas différencier un garçon d'une fille avant le stade de cette semaine dans l'embryogenèse. Et puis, du coup, on les mêmes tissus. Donc la croissance part des mêmes tissus et on le voit parce que cette fois ils sont colorés de la même couleur. Les corps caverneux pour le pénis en rose clair qui représentent le clitoris en haut et puis les bulbes, donc les corps spongieux qui représentent le violet. Et on voit bien en fait qu'on a une similarité assez forte entre les personnes à pénis et les personnes à vagin. Ce qui est important dans cette explication-là, c'est surtout d'imaginer que les personnes à vagin sont souvent multi-orgasmiques et donc du coup, partant du principe qu'on a les mêmes tissus, les personnes à pénis le sont aussi, moyennant quelques exercices. Donc à ce niveau-là, au niveau du plaisir, il pourrait clairement y avoir une similarité en voyant cette anatomie comparée. Il n'y aurait pas de différenciation au niveau du plaisir, en tout cas de par l'anatomie. Alors là, comme ça, on parle vraiment des tissus. Après, il y a tout le système nerveux. Donc le système nerveux qui est encore différent parce que avec un pénis, on a à peu près 5000 terminaisons nerveuses et avec la vulve et le clitoris, on en a 8000. Donc il y a quand même une question aussi de terminaison nerveuse qui est différente. Du coup, c'est juste la question des tissus érectiles principalement. Mais le plaisir, il est orienté un peu différemment d'un côté ou d'un autre. Voilà. On peut passer. Il y a des questions? Alors, ok. Alors, ce qui m'amène surtout ce soir, c'était pas pour vous faire un cours d'anatomie, même si c'était important quand même d'avoir quelques fondements. C'est de parler du besoin, du désir, du fantasme, de la masturbation, de qu'est-ce qu'est la sexualité aujourd'hui, comment on la vit, comment vous la vivez aussi. Et ça me paraissait très, très important et essentiel de parler du besoin et du désir parce que souvent il y a une grande confusion entre les deux. Et il y a aussi une histoire de culpabilisation où on se dit mais là j'ai des ressentis sexuels, je ressens des choses et mais je devrais pas ou c'est pas normal ou etc. Alors le besoin naît d'une action-réaction du corps. Alors, si on reprend
des enfants qui grandissent, qui arrivent à la puberté, on voit que les hormones de croissance vont transmettre des messages et dire « Ah ben voilà, maintenant c'est le moment de sécréter les hormones de la puberté ». Et donc, c'est l'hypothalamus qui va envoyer des signaux à l'hypophyse et il y aura une sécrétion d'hormones qui va permettre le développement des appareils génitaux et qui va faire par la même occasion les besoins. Parce que forcément, un organe, quand il se développe ou quand il est développé, il a des besoins. Vos poumons ont besoin d'oxygène, indéniable. Votre estomac a besoin de manger. Et en fait, j'ai noté l'analogie avec la faim, simplement parce que votre corps va vous réclamer à manger. Et puis vous allez le sentir, vous allez sentir les gargouillis, enfin, etc. Donc c'est un besoin, nous avons besoin de nous nourrir. Versus le désir, ou pas versus le désir, mais en tout cas en convergence avec le désir. Le désir, il va naître d'une expérience agréable et l'envie de la renouveler. Je fais à nouveau l'analogie avec l'alimentation et les repas. Pourquoi? Parce que quand vous ne connaissez pas encore le chocolat, le goût du chocolat, vous ne pouvez pas en avoir envie. Vous pouvez avoir faim, vous pouvez vous dire j'ai besoin de manger, mais c'est en fait la première expérience qui va marquer d'un point de vue neuronal. Oh là là, j'ai un peu de la peine, je vois. Il fait sec ici. Non, ça va en fait. Ça va? Non, ça va, ouais. Bien. Non, ça va. Alors, qui va vraiment marquer d'un point de vue neuronal le fait que, ah ben, c'est bon le chocolat. Et du coup, ben, la prochaine fois qu'on a envie, on se dit, ah, le chocolat, c'était bien, et ça vient tout seul. Eh bien, le désir sexuel, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il naît d'un besoin, et le besoin va être étayé par des touchers qui vont principalement démarrer dans l'hygiène sexuelle, où beaucoup de personnes découvrent la masturbation sous la douche, parce que tout à coup, il y a ce jet qui passe sur les organes, ou bien on doit se toucher pour se laver. Et puis, au moment de l'adolescence, mais parfois même un peu avant, se rendre compte que, ah ben tiens, c'est finalement assez agréable comme sensation, donc je vais continuer. Et de là, ben, le besoin va s'orienter sur le désir, puisqu'il y aura expérience agréable, et donc expérience agréable avec l'envie de renouveler. C'est des raccourcis aussi, hein. C'est pas, si on questionne les personnes asexuelles, elles vont nous dire qu'elles n'ont pas du tout de désir. Donc j'ai envie d'inclure tout le monde, et c'est pas parce qu'on est asexuel que ce cheminement ne s'est pas fait ou c'est mal fait. Ça peut être d'autres raisons, et puis même en l'absence de raison, c'est simplement un mode différent de vivre une sexualité, ou pas. Donc après l'hygiène sexuelle, donc la découverte un peu de cette génitalité au travers des soins, les adolescents commencent à essayer un petit peu d'aller un peu plus loin dans les sensations, se dire ah c'est sympa, et ben, on va continuer. Et là souvent commencent les premiers orgasmes. Et puis avec le temps, cette sexualité a envie on a envie de la partager. On a envie de plus la vivre tout seul, mais de continuer à partager. Et là, c'est un petit peu comme les repas. Ça veut dire que c'est sympa de manger tout seul du chocolat, c'est sympa tout ça. Mais au bout d'un moment, quand on grandit, ben, on a envie de partager tout ça. On a envie de partager des repas avec des gens. On a envie de... Tout le monde bouge autour de moi. C'est difficile de se concentrer. Non, ça va. Donc voilà, c'est simplement pour vous expliquer que la sexualité fait partie d'un besoin physiologique, et que de là s'étaye le désir et l'envie et la connaissance et l'expérimentation qui vont faire qu'à un moment donné, les gens vont expérimenter leur sexualité. Il y a des questions? Ouais, moi j'aurais plutôt
je m'approche un petit peu comme ça, peut-être qu'on m'entend au micro. J'aurais une petite question. Donc, en fait, avec cette analogie-là par rapport à la faim et donc par rapport après à l'alimentation, au repas, donc au désir, en fait, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, au final, tu as précisé avant, tant qu'on n'a pas goûté à quelque chose, on ne peut pas le désirer au final. Il peut y avoir un besoin, mais en fait, ça s'exprime en désir, mais que quand on y a goûté une première fois, avec l'exemple du chocolat. Donc, je me disais, en fait, au niveau de la sexualité, ce qu'on pourrait dire, c'est au final, on a des désirs par rapport à ce qu'on connaît, mais si on n'a pas, on n'a par exemple pas expérimenté une relation avec une personne du même sexe, par exemple, on ne pourrait pas savoir si ça nous plaît ou pas, et ce désir pourrait difficilement venir. Il pourrait y avoir de ça ou bien... Alors, tu peux tout à fait imaginer les choses. Donc, on peut dire, eh ben, j'imagine que le goût, si j'ai jamais goûté à une mangue, j'imagine que le goût de la mangue, ah ben, ça m'attire, ça me donne envie. Mais simplement, ça sera jamais inscrit dans ton système neuronal, en empreinte, tant que tu n'y auras pas goûté, ça c'est sûr. Mais on peut tout à fait désirer, parce qu'en fait, manger, tu sais déjà ce que c'est manger. Si tu savais pas ce que c'était manger, tu pourrais pas te dire, ah bah j'aimerais manger une mangue, parce que ce serait un fruit, bon bah ce serait là, mais tu vas pas te dire, je vais manger une pive. Donc voilà, donc c'est aussi parce qu'il y a cet accès à cette sexualité. Si tu parles d'une sexualité homosexuelle, par exemple, bah, de se dire oui, ça peut exister dans le désir, mais effectivement, tant qu'on passe pas au concret, c'est pas encore associé. Là, on parle de Pavlov, hein, le conditionnement. Donc, il faut essayer, puis ça vient, et puis on fait des associations. Donc, le système neuronal, il est aussi fait pour ça. D'ailleurs, on le voit avec les enfants qui se brûlent. On peut leur dire ce qu'on veut, on peut leur dire ne touche pas la plaque, ne touche pas la plaque, jusqu'au jour où ils la touchent. Et quand ils la touchent, ben, ça s'inscrit, ça fait. Et c'est comme un rappel, une empreinte, vraiment. Voilà, merci. Oui, avec plaisir. Ok, on peut passer à la prochaine. Alors, ben, je pense que là, j'aime bien citer quelque chose. Tu es gourmande. Ça se voit pas. On va en revenir après. À quoi sert le fantasme au niveau psychique? Ben, ça va peut-être un peu répondre à ta question. Le fantasme, au niveau psychique, il a une vocation de rééquilibrer l'appareil psychique et de compenser. Alors, en 2-3 mots, peut-être que... Ah mais oui, Fiamma fait de la biologie. Tout le monde vit, le monde entier, l'univers en homéostasie. Donc ça veut dire en équilibré, à la recherche de cet équilibre en permanence. Et la recherche de cet équilibre en permanence passe, en tout cas dans le corps, par des inhibitions et des inhibitions de nos systèmes nerveux. Et l'appareil psychique, il n'est pas en rade par rapport à ça parce qu'il fonctionne aussi pareil. Et il a besoin de systématiquement aller dans ce qui est la vie, promotion de la vie. Il va promouvoir la vie à tout instant et à tout moment. Sa recherche principale, c'est que la personne puisse vivre. D'ailleurs, on le voit dans les cas, par exemple, de trauma, où les gens vont développer des mécanismes de défense, dont la dissociation, par exemple, pour simplement maintenir la vie psychique. Donc la vie psychique a besoin d'être maintenue. Et le fantasme a pour effet de maintenir une partie de cette vie psychique et pas forcément uniquement que sexuelle. Donc fantasme qui vient de fantaisie, rêverie, toutes les personnes rêvent, hein. Ça peut aller simplement de j'ai envie de faire un voyage et puis je le prévois, j'achète mes billets d'avion et je suis en train de rêver, ça va être génial. Donc tout ça fait en fait qu'on va préparer des choses. Il y a des choses qui se préparent et en fait on prépare l'accueil de l'expérience. Pour le fantasme au niveau psychique, on voit qu'il peut faire monter le désir, donc il a un impact direct sur le désir, parce que on va penser à des choses sexuelles
avec ou sans partenaire, avec plusieurs partenaires, c'est égal, mais en tout cas, il y a une fantasmatique sexuelle qui va s'enclencher et qui va entretenir le désir. Donc ça, c'est bon parce que beaucoup de gens viennent en consultation et parlent de troubles de l'inhibition du désir. Donc là, on arrive à des gens qui ont un petit peu plus de peine à entretenir les relations avec la ou les partenaires, ou même tout seul. Et à quoi sert le fantasme au niveau physiologique? Ben là aussi, entretenir le désir, entretenir les fantasmes, entretenir les pensées sexuelles et érotiques permettent aussi d'avoir des sécrétions au niveau hormonal. Et puis, ces sécrétions au niveau hormonal vont donner envie. C'est comme un appel, en fait, une adhérence au partage. Je ressens toutes ces choses et j'ai envie de les partager, ou pas, hein, parce qu'on peut être ça peut être vécu tout seul par la masturbation, par exemple. Mais en tout cas, le fantasme a besoin aussi d'être étayé au niveau physiologique pour vivre des sensations et puis pour permettre aux sensations de se développer et de mobiliser aussi une forme d'énergie pour la sexualité. Alors bon, c'est très archaïque, mais on est quand même fait pour se reproduire. Donc ça fait partie des élans qui sont intrinsèques à l'humain. Il y a des questions jusque-là? Ah, mais ils savent tout, les gens, c'est trop bien. Hein. C'est déjà tellement difficile de faire comme ça quand il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a même pas de questions. Posez-moi des questions, s'il vous plaît. Puis-je laisser libre, je fais les questions, puis je fais les réponses aussi. Puis-je laisser libre cours à mes fantasmes? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, oui, laissez libre cours à vos fantasmes. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, le fantasme sert d'équilibre, de compensation aussi. Il y a un très bon livre d'ailleurs, je crois qu'il y a Salomé qui nous regarde, elle va me dire. C'est Alain Héril sur... c'est super, en tout cas, passionnant. Ah, Alain Héril qui dit je fantasme donc je suis. Donc c'est intéressant de voir qu'au travers du fantasme, il y a une existence propre à l'humain. Par sa sexualité, par sa sexuation, il existe. Donc laisser libre cours à ces fantasmes, ça veut aussi dire de ne pas avoir de censure et d'autocensure. Parce que souvent on se dit ah mais je ne sais pas si on a de l'homophobie intériorisée par exemple. On va dire ah, mais je vais pas fantasmer sur une fille ou un garçon de mon sexe, enfin une personne de mon sexe, parce que ça se fait pas, c'est pas conforme, etc. Et à travers le fantasme, on peut commencer à vivre des expériences et en fait préparer aussi un terrain d'exploration pour le futur, mais pas que, parce que tous les fantasmes, là je réponds à la prochaine question, tous les fantasmes doivent-ils se réaliser? Non, tous ne doivent pas se réaliser parce que tous n'ont pas un potentiel excitateur dans le réel et tous n'ont pas besoin d'être empreints de réalité pour avoir aussi cette capacité excitatrice. Si on laisse libre cours au fantasme, alors bon, là je vous donne des cas assez précis. J'ai des patients qui viennent chez moi qui disent oui, ben voilà, moi je suis attirée, je suis en couple, c'est un couple exclusif, j'ai pas envie d'aller tromper mon ou ma partenaire, mais c'est vrai que je fantasme sur mon ou ma collègue du bureau. Eh bien, on se dit qu'à ce moment-là, plus cette personne va refouler cette émotion, parce que ça part d'une émotion, ce désir, et plus il va revenir en force. Donc, de laisser libre cours à cette fantasmatique, pas l'entretenir forcément, mais juste la laisser exister, permet aussi de l'atténuer. Hein, ça permet aussi de la laisser un peu plus exister et puis d'être moins tendue au moment de rencontrer son ou sa collègue et puis de se dire oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Vous ne nous voyez pas, mais c'est chaud.
Analogie au chocolat au citron. Ouais, le conditionnement, donc on revient un petit peu à la même idée que tout à l'heure. Donc le fantasme, c'est aussi ça. Ça permet d'entretenir quelque chose d'agréable. Si maintenant je vous dis, ben, pensez, pour ceux et celles qui aiment le chocolat, pensez au chocolat. Et puis, on dit, ah, mais c'est bon, ça fait du bien, et puis on sent, puis ça passe par la langue, etc. La pensée sexuelle, elle est pareille. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller forcément dans un acte sexuel pour se délecter de la pensée sexuelle. J'ai mis aussi un citron parce que le citron, c'est tout le monde a goûté. Puis rien que d'y penser, si vous pensez au citron puis au jus, vous avez là les glandes ben voilà, mais c'est aussi ça. Ça veut dire que le fantasme va aussi, en termes physiologiques, faire des sécrétions d'hormones et faire des réactions aussi. Par exemple, les personnes à vagin vont avoir de la lubrification, ce qui est important parce que ça veut aussi dire que plus tard, dans un rapport sexuel, eh bien, l'endroit est préparé à avoir un acte sexuel et se prépare aussi à avoir du plaisir parce que c'est aussi ça le but. Ok. Oui. Une question. Donc quelqu'un dit, mais donc si je laisse libre cours à un fantasme un fantasme qui n'est pas réalisable, cela ne peut pas mener à une délusion ou à une dépression. Autrement dit, comment on peut laisser vraiment libre des fantasmes non réalisables? Désolée, j'ai un peu buté sur certains mots parce que tu veux dire. Non, non, alors si j'ai bien compris, c'est la personne, elle te répondra jamais, donc se dit, si je laisse libre cours à mes fantasmes, je risque de tomber en dépression parce que je peux pas les réaliser. C'est un peu ça. C'est Si elle entend la personne volontiers, si elle répond. Plutôt le fait de ne pas pouvoir réaliser un fantasme irréalisable, est-ce que ça peut pas mener vers un état de désillusion ou dépression? Moi, c'est plutôt ça que j'ai compris, mais n'hésitez pas à repréciser si c'était pas ça. Alors, dépression et désillusion, c'est déjà vraiment deux choses très très distinctes. Dépression, il y a souvent déjà un terrain fertile avant ça, donc je doute qu'une un simple fantasme, non, c'est pas forcément un simple fantasme, mais je doute qu'on puisse arriver à des seuils comme de la dépression par la libération ou pas d'une idée fantasmatique. Et puis la désillusion, non, parce que c'est ce qui fait aussi le charme du fantasme, c'est de pouvoir vivre des choses qui ne sont pas réalisables. Ni forcément dans l'immédiat parce qu'il y a des contraintes peut-être du réel, des contraintes physiques ou des contraintes, voilà, les contraintes du réel, bêtement. Mais par exemple, je sais pas si votre fantasme c'est des pieuvres tentaculaires qui vous touchent de partout, ben ce sera jamais réalisable. Mais dans le fantasme, ça l'est. Donc pourquoi se priver de vivre quelque chose d'excitant dans le fantasme si c'est pas possible dans le réel, ben ça le sera jamais. Mais dans le réel, ça a une autre connotation, ça a une autre implication aussi. Donc je pense pas, en tout cas pas à ma connaissance, que ça peut dégénérer sur des dépressions ou même des désillusions. Je sais pas ce que la personne a un peu. Est-ce que. Ah non, si cette personne dit la réponse est bien par rapport à la question, merci. Ah, ok, cool. Et on a une autre question, sauf si tu voulais. Non, alors je voulais juste dire que, ben, ouais, voilà, j'espère répondre. Puis si je réponds pas, n'hésitez pas à le dire à Camille parce que on n'est pas toujours. Alors là, la réponse, elle était tout à fait bien, Ok. apparemment, ça Cool. Très bien. Donc, on a une autre question d'une autre personne. Donc, non, deux autres questions d'une autre personne. Très bien, ça bouge, merci. Donc, la première, existe-t-il un besoin sexuel ou parle-t-on que de désir? Ça, on l'a vu tout à l'heure hein, par la slide. Tu veux qu'on revienne en arrière 2 secondes pour redire à la personne, si jamais peut-être que la personne n'était pas là. Le besoin sexuel, c'est forcément, comme j'ai dit tout à l'heure à Camille, c'est juste, ouais, voilà. Enfin, j'ai dit à Camille ça, et à Florent.
Nous sommes des êtres sexués et nous sommes des êtres voués à la reproduction. C'est un peu ça. Notre cycle de vie et nos cycles, de manière générale, sont liés un peu au côté fertile et reproductif. Donc oui, il peut exister un besoin sexuel, mais qui est induit, comme je l'ai dit avant, donc par ces hormones de croissance qui vont titiller l'hypothalamus et dire coucou, maintenant c'est le moment, qui va donner des ordres à l'hypophyse, qui va donner des ordres de sécrétion hormonale et qui vont développer les appareils génitaux. Et donc de là, ça part d'un besoin. Et ensuite, c'est tout ce qui va être autour de la sexualité, c'est-à-dire de l'appareil génital. Donc on parlait d'hygiène sexuelle, on parlait de la découverte des sensations avec des organes génitaux mûrs, matures, et plus des organes génitaux enfantins, bien que les enfants peuvent aussi se masturber. Après, c'est un petit peu différent dans l'état d'esprit, mais je veux dire, oui, donc il peut exister un besoin sexuel. Je crois qu'on peut reprendre les slides après. Est-ce que je réponds à la question qui a été posée? Volontiers, si vous me faites un retour et que je réponds, sinon je peux encore plus développer. La personne dit oui, merci. Et elle a une deuxième question, bien sûr, que je cite. Donc, s'il y a un conditionnement au niveau du désir, serait-il imaginable que quelqu'un ne découvre jamais le plaisir sexuel? Un conditionnement autour du désir. Alors, volontiers plus de précision, parce que je vois pas comment on pourrait conditionner le désir. Alors, la personne évoque Pavlov. Ouais, mais avec quoi? Parce que Pavlov, ouais, c'est l'association, mais l'association de quelque chose. Donc, un conditionnement du désir voudrait dire quoi? Avec quoi, en fait? Je comprends la question du conditionnement et de l'association, mais maintenant, ce serait plutôt avec quoi? Parce que le désir en soi, il naît de la première expérience. Donc, s'il n'y a pas de première expérience, comment est-ce qu'il peut être conditionné? C'est difficile qu'il soit conditionné. Un conditionnement, c'est aussi une réaction par rapport à une expérience. Donc, il peut être enfermé dans des carcans, dans des injonctions, dans du conformisme, mais c'est pas le désir là. Là, c'est plus les représentations dans ce cas. Donc, la personne dit OK, merci. Et puis, il y a une personne sur le chat, tu peux voir là, qui dit le conditionnement à travers la société, j'imagine. Ah oui, bien sûr, mais alors on n'est pas dans Pavlov. Là, ce serait autre chose. Ouais, là, c'est autre chose. Là, c'est du conformisme, c'est quelque chose de différent que le conditionnement de Pavlov, ça part de réflexes associatifs, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais oui, ouais, ah ouais, je vois aussi, j'imagine, ouais. Oui, alors oui, les représentations, c'est exactement ça. On parle plus facilement des représentations, des tabous, mais après, le désir, qu'est-ce que ça voudrait dire dans la sphère sociale et dans la sphère privée? Là aussi, voilà, c'est très individuel comment on vit le désir dans notre chambre et puis comment on vit le désir au travers de la société. Mais volontiers, si quelqu'un a envie encore de partager. Puis... Oui, bah, si la personne a besoin de compléments d'information, il faut pas hésiter. Mais sinon, on a d'autres questions. Donc, une en public, donc je la lis. Non, on la voit pas, mais je vais la lire. Non, je la vois pas. Donc, je la cite. Coucou Aline, j'avais une question sur les fantasmes. Si ceci entre en dissonance avec l'individu, ses valeurs, ses représentations, etc., quel conseil donnerais-tu? Alors, ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce que les fantasmes sont souvent justement épris de quelque chose qui vient dans un équilibre. Hein. Le fantasme, comme je l'ai dit tout à l'heure, équilibre une partie de votre appareil psychique et puis vous permet de vivre des choses qui sont beaucoup plus inconscientes et qui sont compensatrices. Donc, d'aller chercher pourquoi ce fantasme particulier est si dérangeant. Qu'est-ce qu'il a finalement, qu'est-ce qui va toucher à l'intérieur de la personne, de soi, de dire mais quelle représentation est-ce que ça touche chez moi et
quelle sphère de ma vie ça touche. Si on prend basiquement l'homosexualité, si les fantasmes homosexuels deviennent gênants, parce qu'il faut savoir que c'est très, 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 très répandu. Qu'est-ce que ça veut dire, non pas de moi, mais de ce que je pense de l'homosexualité? Et pourquoi est-ce que ça me gêne? Est-ce que ça veut dire que j'ai été conditionnée sur le fait que l'homosexualité soit gênante, dérangeante? Est-ce que j'ai peur de devenir homosexuelle en ayant des fantasmes homosexuels? Ou est-ce que j'ai peur de devenir zoophile en ayant des fantasmes zoophiles? Non, je vous rassure. C'est parce qu'il y a un moment donné, votre appareil psychique a besoin de cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très compliqué d'expliquer ça maintenant, comme ça, et surtout par visio. Mais on est soumis à tout un tas de choses environnantes qui font que par moment, on a besoin de reprendre un peu une forme de contrôle sur la vie et sur soi. Et les fantasmes permettent. Hein, ça pourrait être, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Le fantasme homosexuel vécu par un homme qui ne se sent absolument pas homosexuel, mais qui dans son fantasme domine par des actes, par des pratiques un autre homme, ça peut être significatif d'un rééquilibre entre je me sens peut-être pas suffisamment viril et j'ai besoin de vivre cette fantasmatique dans ma masturbation ou dans mon idée pour un petit peu reprendre cette autorité ou ce contrôle sur moi-même ou sur l'image que je reçois des autres hommes ou que j'ai de moi-même. Voilà. Ça s'étend sur beaucoup de choses. Donc les fantasmes étant très individuels et puis la personne, ce qu'elle a comme vécu et pourquoi elle fantasme ça, on peut toujours chercher, mais là je peux pas vous donner. Enfin, si vous êtes d'accord de donner des détails sur ça, même anonymement, moi je me ferai un plaisir d'interpréter une partie, mais voilà, ça reste très individuel. Il y a d'autres questions? Il y a une autre question, effectivement. Alors, je la trouve. Donc, le fait de ne pas vivre le dit fantasme, entre parenthèses, pas forcément non réalisable, fermez la parenthèse, cela ne mènerait-il pas forcément à un refoulement ou un blocage de certains sentiments ou pensées sexuelles? Non, précisément. De le vivre, c'est de l'expérimenter dans un autre monde. C'est un peu un monde parallèle qui fait que... Alors, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le non réel. Donc, ce que vous allez... D'ailleurs, on utilise beaucoup ça en thérapie. On utilise de la visualisation, des choses qui vont permettre, en fait, à votre cerveau de revivre un certain nombre d'événements, mais en étant en sécurité. Et donc, le cerveau ne fait pas cette différence. Alors, si vous vivez dans votre fantasme des choses réalisables et qui, voilà, vous n'avez pas forcément envie de faire, c'est un petit peu comme si vous le réalisiez en vrai, pour votre cerveau en tout cas. Et ça amène déjà un apaisement, parce que sinon, vous me direz, hein, c'est la personne qui a posé la question, ce sont des idées qui cogitent, non seulement, et puis qui s'amplifient. Donc ça devient toujours plus dense, le fantasme devient toujours plus dense, plus oppressant, si on ne le vit pas. Et puis surtout, il y a beaucoup de monde qui passe. On est vite happé. Et donc, du coup, effectivement, c'est le contraire. Hein, c'est qu'on va accumuler cette tension, on va ne pas permettre cette exploration, en fait, dans le virtuel. C'est un peu comme si vous vous dites je sais pas si je supporterais d'aller dans le Silver Star à Europa Park. Ok. Si on vous donne l'occasion d'expérimenter ça de manière virtuelle avec quand même quelques sensations, vous allez peut-être pouvoir le faire avant puis se dire cool, je sais que c'est pas trop mon truc, je vais pas essayer en vrai, ou bien ouais, peut-être que c'est intéressant et puis voilà. Puis non, en fait cette expérience là elle me suffit, j'ai pas besoin de plus. Est-ce que je réponds? Je pense que quand la personne a juste à dire si ça répond pas assez. Oui, ça répond, merci, c'est la réponse. Donc oui, tout à fait.
Et puis, je sais qu'on doit aussi avancer sur tes slides, mais il y a une autre question sur le Non, fantasme. mais ça va, c'est bien. Ouais. C'est bien. Parce Alors, que, bien je sûr. me permets d'ailleurs, tu peux la voir, elle est ici. Elle est en public ici. Alors, de manière plus drastique, comment appréhender, aider. Alors, je peux te laisser la lire parce que moi, je l'ai pas en entier. Ok, alors, et de manière plus drastique, comment appréhender, aider, être présent, notamment à travers la thérapie, mais aussi et simplement à travers la compréhension, l'acceptation et non pas l'aliénation ou la répression. Donc, aider, être présent, les personnes ayant des fantasmes sur des objets non acceptés et réprimandés par la société, les animaux, les enfants. Mhm. Alors, ouais, ça c'est la grande question. C'est une grande question qui a été soulevée par, il n'y a pas très longtemps, par l'association contre la pédophilie avec la sortie des poupées, des poupées sexuelles taille enfant avec des attributs enfants. C'est une grande question. Moi, j'ai pas toutes ces ouais. J'ai pas la réponse absolue. C'est pas quelque chose de monolithique. Hein, on peut pas répondre oui ou non à ça. On sait une chose par rapport à la pédophilie, parce que je peux vous parler de ça plus que forcément de la zoophilie, mais ça revient un petit peu au même. On parle de paraphilie hein, dans ces cas-là. Donc paraphilie qui dévie, qui est à côté, qui aime à côté. On sait que 70% des pédophiles ne passent pas à l'action. Bon, ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, on sait que la plupart des pédophiles ne sont pas, à ce qu'on apprend à nos enfants, hein, l'étranger qui va les enlever à la fin de l'école. Ça représente un minuscule pourcentage. C'est pas, comment dire, la peine à quand c'est, ça m'aide beaucoup. Non, c'est un pourcentage, mais il est minime. Alors, il est à considérer, mais c'est pas la raison majeure. Et donc, du coup, ça veut dire qu'est-ce qui reste? Parce que si 70% ne passent pas à l'action, si à peu près 2% sont ces kidnappeurs d'enfants à la sortie de l'école, qu'est-ce qui reste et qui sont ces gens? Ces gens sont des gens en général, et on peut imaginer forcément que quand vous avez une passion, alors je mets des gros guillemets quand je dis passion parce que j'ai envie de faire une analogie, mais c'est pas une passion pour les enfants, hein. Soyons précis, mais quand vous avez une passion, vous avez envie de vivre cette passion. Vous aimez le foot, et c'est votre passion, vous allez faire tout pour être en contact avec cette passion-là. Et dans la pédophilie, les pédophiles ont tout pour être en contact des enfants. Et c'est là où c'est très compliqué parce que ces gens sont des personnes qui sont en contact des enfants. Et ça peut être le voisin, ça peut être le prof de sport, ça peut être le prof d'école, ça peut être le ou la, hein, bien évidemment, le tonton, la tata, voilà, donc des gens très proches. Et ces personnes, ben, c'est quand même malgré tout des personnes malades, évidemment, puisque ce sont des personnes paraphiliques, et de réprimer encore plus cette envie va en fait l'amplifier, et c'est les passages à l'acte qui vont aller crescendo. Par contre, de laisser libre cours dans le fantasme, alors je sais que ça peut heurter pas mal de gens. Moi, je suis maman de 4 enfants, donc j'entends bien que ça peut vraiment heurter. J'aimerais pas vous heurter, mais si on laisse libre cours uniquement dans le fantasme à ces perversions, on évite quand même pas mal de passages à l'acte. Ce qui veut aussi dire qu'en parallèle, absolument, il doit y avoir une psychothérapie. Il peut y avoir des traitements médicamenteux avec des castrations chimiques, par exemple. Mais le passage à l'acte est souvent en lien avec une rétention d'énergie sexuelle parce que justement non aboutie
par le fantasme ou la masturbation et qui arrive justement à ne plus tenir. Et voilà, il y a un enfant, j'y vais et c'est comme ça. C'est pas toujours comme ça, mais si je dois répondre à la question de comment aider pour que cette répression, voilà. Est-ce que je réponds? J'aimerais répondre sans non plus soulever des polémiques parce que c'est assez un débat assez complexe. Comment donner l'occasion de vivre? Ouais, il y a une double question en fait pour cette personne, mais c'est toujours ouais, ça reste la même chose. Hein. Je pense que le fantasme et la masturbation avec le fantasme permettent vraiment de libérer les tensions et d'éviter les passages à l'acte. Ça ferait certainement l'objet d'une conversation. Oui, mais avec plaisir, hein, Eva. Mais c'est vrai que pour dire, j'ai un patient qui a des problèmes d'addiction au porno. Eh bien, de lui dire non, mais c'est fini, on arrête, ou bien il va chez des prostituées. Ça tombait toujours lorsque il avait lui-même des injonctions sur lui-même en disant non, 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 faut pas que je le fasse, faut pas que je le fasse, faut pas que je le fasse, faut pas que j'y aille. Et puis c'était tellement fort, ça devenait tellement fort cette rétention que paf, à un moment donné, ça explosait. Et puis il partait, il se sentait coupable, il se sentait encore plus nul parce qu'il avait succombé, etc. Donc c'est un travail de dire, ok, on prend cette partie comme un support de la vie, on se dit, bon, on va travailler là-dessus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous masturbez pas parce que vous avez honte, parce que vous dites non, non, mais la masturbation c'est pas bien. Ok, ça n'empêche que il arrive un moment où il a accumulé cette telle énergie, parce que c'est une énergie, hein, l'énergie sexuelle, que finalement, plutôt que d'avoir une continuité de masturbation, il va exploser et faire exactement ce qu'il ne veut pas faire. Tandis qu'avec la masturbation, il gère parce que la pression est trop forte. Elle diminue à chaque fois et au moins, il n'y a pas de passage à l'acte. Mais c'est toujours, je tiens vraiment à le dire, avec une psychothérapie en parallèle, absolument. Et des traitements pharmacologiques. Waouh, beau chapitre, hein, le fantasme. Ouais, ça suscite beaucoup de questions. Ouais. Alors, on va passer à la Ok. Bah, la masturbation, ouais. La masturbation, peut-être avant, Florent? C'est bon, il zappe. Il se dit, punaise, c'est 19h18. J'ai envie de me barrer. Ok. La masturbation. Donc, l'importance de la masturbation au niveau physiologique. Bon, alors, on l'a dit un peu tout à l'heure. Il y a des sécrétions hormonales, dont la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine et puis l'endorphine. Oh là là. C'est l'heure d'aller se coucher, allez. Et qui en fait ont vraiment des effets calmants, qui vont stabiliser le système neurologique, qui ont en tout cas une faculté de stabiliser le système neurologique. D'un point de vue physiologique encore, la masturbation permet aussi la libération de tension. Quelqu'un parlait de dépression tout à l'heure. Il faut savoir que dans certains antidépresseurs, justement, il y a des actions similaires à la sécrétion de certaines hormones durant l'orgasme. Donc, je dis pas qu'on peut éviter toute médication si on se masturbe ou si on a des orgasmes, mais je dis en tout cas que ça permet une partie de réguler. L'importance de la masturbation au niveau psychique. Alors, au niveau psychique, il y a plein de choses. C'est que justement, on va pouvoir expérimenter, explorer son corps, parce que l'exploration de son corps fait que si vous vous connaissez bien vous-même, vous allez permettre à votre beau partenaire d'aller plus rapidement là où vous aimez. Vous permettez aussi, j'entends souvent des gens qui disent, particulièrement les femmes, qui disent oui, mais il m'a pas fait jouir. Ça, c'est pas son rôle. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est pas son rôle. Le rôle d'une relation sexuelle, ou le rôle des partenaires dans une relation sexuelle, c'est du partage, c'est de l'épanouissement partagé. Et donc, il n'appartient pas à l'un ou à l'autre des partenaires
de faire jouir son partenaire. C'est quelque chose qui est très commandé dans cette génération maintenant. Tu n'as pas fait jouir, hein, non, non, c'est pas une quête non plus. Hein. L'orgasme à tout prix n'est pas une quête. Mais du coup, c'est vrai que ça vous permet en tout cas de vous découvrir, de voir ce que vous aimez, et puis de le partager plus tard, de dire, eh ben moi je préfère ça, et j'ai remarqué que ah ben non, si on me touche là, c'est pas trop mon truc, mais je veux bien continuer de faire, de plutôt d'aller explorer ça, et puis de finalement partager vos découvertes aussi. Voilà, si vous découvrez quelque chose seul, vous pouvez tout à fait après le partager de manière plus simple. Je suis en couple, est-ce bien de me masturber? Alors ça, c'est une question assez récurrente, où les gens ont un petit peu parfois du mal à se dire, mais ben voilà, je suis en couple avec un homme et je l'ai surpris en train de se masturber, ça m'a vexé, etc. Bah non, c'est bien. C'est bien parce que là aussi, lui ou elle travaille à entretenir le désir, et la masturbation peut en fait au contraire permettre l'acte sexuel plus tard avec partenaire. Donc c'est une bonne chose et c'est à encourager. Et si vous êtes gêné ou que ça va pas avec ça, que c'est compliqué parce que vous avez le sentiment d'être trompé, ça arrive, ben de réfléchir un peu à des protocoles où vous pouvez, plutôt que de voir ça comme quelque chose de néfaste, de l'utiliser pour le bien de votre couple, pour que le couple grandisse dans la sexualité épanouie. On peut passer à une autre slide. Alors là, on en vient à justement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour pimenter sa vie seul? Ouais. 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 Alors, la question, je la lis. J'ai une question concernant la masturbation. Je suis contre la masturbation quand on est en couple, car je prends ça comme si j'arrivais pas à satisfaire mon partenaire. Est-ce normal que je me sente mal quand elle le fait? Ça arrive, ouais, ça arrive qu'effectivement certaines personnes se disent, mais c'est parce que je n'arrive pas à satisfaire. Eh bien non, ça n'a rien à voir. La masturbation, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à satisfaire l'autre. Et de même que dans cette personne, si vous-même vous vous masturbez, c'est pas parce que votre partenaire ne vous satisfait pas, c'est parce que de un, il y a une disponibilité aussi. Hein, il faut s'imaginer ça. On n'est pas dans un monde où tout le monde est disponible à tout moment et tout le monde est disposé aussi. Il y a la disponibilité physique et puis il y a la disposition psychique. Et il y a le consentement hein, qui va avec. Donc si elle a envie et puis qu'à ce moment-là vous n'avez pas envie, ben c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est justement de la limiter, de lui dire ah ben non moi je suis pas d'accord, moi j'ai pas envie là maintenant, mais je suis pas d'accord que tu te masturbes. Alors que elle c'est un besoin, c'est peut-être une envie pour une raison ou pour une autre, parce que durant sa journée elle avait peut-être un peu cumulé des tensions ou parce que simplement par plaisir. Je pense que c'est pas une bonne chose de l'interdire à ce moment-là. Mais de peut-être se poser la question de qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez ce besoin absolu de satisfaire et qu'est-ce que ça veut dire satisfaire? Parce qu'on peut tout à fait, je crois qu'il y a aussi un problème d'interprétation sur il faut que ma femme jouisse parce que si elle n'a pas joui, elle va pas être satisfaite. Non, c'est pas vrai. Et ça, c'est un discours qu'on entend assez régulièrement. Donc peut-être de poser la question à la personne concernée, de dire est-ce que tu es vraiment satisfaite et est-ce que tu te masturbes parce que tu n'es pas satisfaite? Et auquel cas, ben, est-ce qu'on discute, est-ce qu'on met des choses en place pour que chacun puisse trouver le plaisir nécessaire? Est-ce que je réponds à la question? Non, on peut continuer d'élaborer. Hein, donc, pour pimenter la vie sexuelle, les jeux, alors c'est pas les jeux. Alors. Ouais. Alors, il répond, j'ai déjà eu cette discussion avec elle, mais malgré cette discussion, j'arrive pas à comprendre. Bah, peut-être qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à ce point en
comment dire, porteur de son plaisir, porteur ou responsable même. Là, il y a une question de est-ce que je suis responsable de sa satisfaction? Est-ce que ça m'incombe? Est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? Et est-ce que parce qu'elle le fait, c'est que je ne suis pas compétent? Et auquel cas, si c'est vraiment ce qu'elle pense, vraiment la réponse est je te trouve incompétent sexuellement, eh ben, de voir ce qui peut être fait. Et pas simplement de s'enfermer dans cette idée, je comprends pas, et on n'arrive plus à discuter parce que là commencent à arriver des problèmes un peu plus importants. Je sais pas si c'est suffisant. Les jeux, donc il existe des jeux de société pour les couples, donc ça peut être intéressant d'utiliser des supports comme ça, des dés qu'on peut tirer et qui donnent un peu des gages à faire. Tu dois m'embrasser sur la poitrine ou tu dois enlever ton haut ou ton bas, ou etc. Des jeux en ligne pour les couples ou à répondre aux questions. Et ce qui est sympathique dans ces jeux, en fait, c'est que du coup, ils posent des questions auxquelles on pense pas forcément toujours, et qui permet aussi d'alimenter la discussion autour d'une pratique ou autour de l'épanouissement personnel et en couple. Et comment la vision du couple est vécue par l'un ou par l'autre, ou des choses que peut-être on ne s'est jamais dit. Les jeux en ligne ou les applications, voilà. Alors diverger sur les pratiques, les positions et les lieux, voilà, pas hésiter à se dire on achète un Kama Sutra parce que on n'a pas forcément toutes les idées de toutes les positions, qui, je sais même pas combien on en a. Mais voilà, de pas hésiter à varier les pratiques, à tester, à se dire peut-être que j'ai jamais essayé la sodomie, par exemple, et se dire ok, est-ce que ça m'intéresse, et développer l'idée de différentes pratiques. Les lieux, ça peut être intéressant aussi de se dire voilà, on est à la plage, au bord du lac, bon, pas évidemment, mais voilà. La littérature érotique permet aussi d'entretenir le désir. Beaucoup. On peut lire pour soi, ou on peut lire pour l'autre, à l'autre. On peut se lire des livres érotiques. On peut aussi inventer des histoires ou avoir des pensées érotiques. Ça, c'est très intéressant dans l'entretien de la libido et du désir. C'est ce qu'on demande aux personnes qui souffrent de troubles d'inhibition du désir, c'est d'entretenir leurs pensées érotiques. Alors, vous mangez 3 fois par jour. 3 fois par jour, peut-être vous avez un dessert. Et le dessert peut être les pensées érotiques. Et de se réjouir aussi de faire quelque chose avec sa partenaire et d'y penser le long de la journée permet aussi d'activer un peu l'excitation. Et c'est intéressant comme dynamique. Après, bien sûr, il y a les sextos qui rentrent en ligne de compte où on peut vraiment dire aujourd'hui je pense à ça et j'aimerais bien faire ça avec toi, etc. Et d'entretenir tout ça. Inventer des histoires érotiques, vous pouvez aussi tout à fait dans le train, voilà, vous écrivez vos histoires. Ça permet de poser aussi un peu les fantasmes et ça permet aussi de voir qu'est-ce qui sort de votre imagination et de l'entretenir aussi. Et après de partager si le ou la partenaire a envie, et si vous-même vous avez la même chose, échanger sur les fantasmes. Donc ça peut être très intéressant d'utiliser les fantasmes de l'un et de l'autre pour simplement activer l'excitation et puis pour un petit peu changer et pimenter la vie. Les jouets sont intéressants. Il y avait une question, j'ai entendu. Non, ok, parfait. Les jouets sexuels, ce qui est intéressant dans les jouets sexuels, c'est qu'ils permettent, là, justement, la personne nous disait avoir un petit peu du mal à se sentir responsable de la satisfaction de sa partenaire, dire on peut prendre le relais. Un jouet peut prendre le relais. Parce que, bien sûr, une érection, il faut que ça tienne.
Et puis c'est pas toujours le cas, et puis c'est pas grave, et puis une éjaculation peut arriver rapidement ou pas. Alors quand je dis rapidement, je tiens à rassurer tout le monde, il y a des seuils à partir desquels on appelle l'éjaculation précoce, et l'éjaculation précoce est admise au niveau médical à partir de moins de 2 minutes. Donc voilà, toutes les personnes qui éjaculent après 2 minutes ne sont pas des éjaculateurs précoces. Je pense que ça va en rassurer quelques-uns. Qu'est-ce que je disais par rapport aux jouets? Oui, alors ils peuvent prendre le relais, voilà, tout à fait. Et puis, si je reprends le cas de la personne et de la satisfaction de sa partenaire, bah dire, ben ok, si cette personne à ce moment-là un petit peu a déjà éjaculé et puis que c'est compliqué de continuer la relation, bah de dire un jouet peut remplacer, peut venir. Voilà, il y a tout un panel de jouets qui existent pour des personnes à vagin, des personnes à pénis, et pour les couples, et voilà. Il y a des sites. Les défis, donc les défis, ça peut être rigolo de défier son partenaire, de dire ben, aujourd'hui je veux que tu ailles au travail. Je crois qu'il dit j'aimerais bien que tu ailles au travail en jupe et sans culotte. Voilà, bêtement. Ou bien que tu portes un jouet vibrant dans ta culotte. Voilà, des petits défis comme ça qui peuvent pimenter et puis après s'envoyer la photo de ce qui se passe. La masturbation simultanée, même lieu ou pas. Alors ça peut être soit on le fait ensemble et face à face, à côté, peu importe. Et puis dans le même lieu, donc là, ou pas. Et puis se dire, bah, à telle heure on le fait, moi je le fais depuis chez moi là, toi tu le fais depuis l'hôtel ou j'en sais rien. Avec, on a des trucs comme là maintenant. Oui, voilà. Oui, on a de quoi se connecter. Oui, on a des moyens de communication visuelle. Donc ça peut être une chose. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur un site où justement ils faisaient la promotion d'un appareil sexuel connecté, mais bon alors pour des personnes c'est plus hétérocentré puisque c'est une espèce de masturbateur pour pénis et avec une sorte de dildo qui suit les mouvements. Donc, si la personne pénètre son vagin, tac, comme ça, c'est exactement les mêmes mouvements qui vont être reçus chez la personne qui a mis son pénis dedans. Donc, on peut être à des kilomètres et puis, voilà, on peut jouer avec ça. Et Florent, il me regarde avec des yeux. Il va aller regarder sur Internet. Le vaccin pour Covid, alors ça je ne sais pas. Je vais pas te répondre. Les massages, c'est hyper important. Les massages parce que ça va vous permettre de développer d'explorer votre sensualité parce qu'on peut faire des massages pas forcément dirigés uniquement sur la génitalité, mais c'est toujours bien d'avoir une détente, de pouvoir se détendre et puis de profiter de caresses qui sont peut-être davantage sensuelles que sexuelles. Et voilà, des douches. C'est intéressant. On a un outil en sexologie qui s'appelle le Sunset Focus et qui est particulièrement utilisé dans les troubles, mais on peut tout à fait l'utiliser à d'autres fonctions. Donc la douche, d'aller à la douche ensemble, d'aller à la douche et chacun se laver mutuellement. Merci, je vais dire simultanément. J'étais là, non, simultanément, c'est pas ça. Oui, ça peut aussi. Ouais. Toutes sortes de choses, mais c'est vrai que de devoir laver quelqu'un, c'est aussi devoir aller dans tous les recoins de son corps et pas uniquement vers son sexe, mais aussi de découvrir tout. Voilà, on a aussi tendance à pas toujours trop toucher les pieds, alors que les pieds sont importantes avec
toutes les zones du corps sont importantes, les cheveux, les oreilles, voilà. Donc la douche permet ça. Je peux passer à une autre slide, Laurent? Je crois qu'il est en train de regarder le jouet. Enfin. Augmenter le plaisir. Alors oui, alors ça c'est souvent les gens ils disent mais moi j'ai envie de sentir, d'avoir plus de sensations. Évidemment le périnée. Le périnée autant pour une personne à vagin qu'une personne à pénis. Bien souvent, les personnes à pénis ont beaucoup de peine à imaginer qu'elles sont un périnée. Et oui, 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 vous avez un périnée. Et ce périnée, s'il se muscle et s'il est bien tonique, va permettre non seulement d'avoir de meilleures érections, d'avoir des érections plus longues, et puis aussi un meilleur contrôle de l'éjaculation, voire de devenir ce qu'on appelle, celles et ceux qui connaissent Montaxia, un homme multi-orgasmique. Pareil pour le vagin. Alors, non seulement il y a aussi une question de prolapsus, donc de descente des organes, qui arrive chez les femmes enceintes. Enfin, ça arrive pas chez les femmes enceintes, mais ça arrive si on est parturiente, multiparturiente, on porte beaucoup d'enfants. Et du coup, ben évidemment, on pourrait juste reprendre le schéma. Ouais, de l'anatomie, juste pour expliquer un truc. Non, l'autre, hein, en sagittal. Ouais, voilà. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que l'utérus, en fait, est posé sur la vessie. Et ça, c'est un utérus antéportas. On a aussi des utérus, mais ça sert à rien que je vous dise tout ça. Enfin, bref. Donc là, l'utérus est posé sur la vessie. Et puis, il faut imaginer que quand on a une grossesse, c'est le poids d'un bébé, d'un placenta, du liquide. Tout ça va appuyer sur la vessie, mais aussi sur tout le reste des organes, et notamment sur le vagin qui va se raccourcir quand même assez largement. Et si le vagin est plus court et plus lâche, et tout le reste est plus lâche, eh bien, à un moment donné, quand on devient un peu plus âgé, puis qu'il y a moins de tonicité, il y a le col de l'utérus. Donc, je crois que je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est écrit. Mais le col de l'utérus, c'est juste qu'on a l'entrée du vagin, on a le vagin. Ouais, c'est qui fait la flèche? Super, magnifique. Merci Florent. Le col de l'utérus qui va en fait descendre tout le long du vagin et va se retrouver à l'extérieur. Donc ça, c'est un prolapsus, c'est une descente d'organes qui demande à une opération. Alors, si on veut éviter l'opération, et puis si on tonifie bien son périnée, malgré les grossesses, ça risque beaucoup moins de faire un prolapsus. En revanche, Montaxia, ouais, Montaxia. J'ai pas dit comme il faut? Je pense que ouais, bah c'est très bien. Hein. C'est l'homme multi-orgasmique, et puis il y a aussi la femme. C'est du taoïsme. Mais enfin bref. On peut revenir au slide du plaisir. Mmh. Au plaisir, juste avant. Ok. Donc les questions de périnée. Alors aussi le périnée va resserrer, comme on l'a vu avant sur la planche anatomique, donc va resserrer aussi les parois vaginales, hein, parce que forcément ils vont devenir un peu moins lâches, un peu moins lestes. Et puis ça va évidemment enserrer plus ce qui est introduit dedans, que ce soit un jouet, des doigts ou autre chose, ou un pénis. Et donc aussi les contractions musculaires, puisque l'orgasme est une contraction musculaire, enfin plusieurs contractions musculaires. Forcément, si vous avez un muscle qui est tout pas ferme, qui n'est pas tonique, voilà, et puis s'il est bien tonique, voilà, les contractions sont plus denses. L'attente. L'attente, c'est justement ce dont on parlait avant, c'est d'entretenir ses pensées sexuelles
dans l'attente de voir la personne, ce qui fait qu'on amplifie le désir et donc on amplifie l'envie, on amplifie aussi les connexions nerveuses qui vont se faire autour de l'appareil génital, et donc ces connexions nerveuses étant plus allumées, les sensations vont être aussi un peu plus importantes. Les pensées, de nouveau, entretenir les pensées, ne pas hésiter à en avoir plusieurs fois par jour. Très bien, le slow sex, c'est vraiment de prendre beaucoup de temps, d'étayer ça sur 2-3 heures et de le faire, alors ça vient avec la suite, en pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est pas simplement de vivre l'excitation et d'y aller, c'est juste de prendre le temps à chaque mouvement physiologique et mouvement du corps, de prendre le temps de se dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps et de l'accueillir. Mais de l'accueillir avec vraiment cette idée, je veux accueillir ce qui se passe dans mon corps et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et pas forcément dans la précipitation, ce qu'on a tendance à faire, quand on ressent voilà, ces excitations sexuelles qui sont un peu comme du feu et qui montent. Et ben là, c'est de sentir tout ça, mais de s'arrêter et de laisser sentir ça, de le ressentir et puis de le rendre un peu tangible au niveau de la conscience. L'abstinence contrôlée. Donc, ça peut augmenter le plaisir, donc de vraiment définir des temps où on a, voilà, aujourd'hui, on décide que pendant une semaine, on fait rien. On fait rien, mais on se chauffe. On fait rien, mais on pense. On fait rien, mais on se titille. Et puis après, forcément, qu'au moment arrivé, la marmite, bout. Le développement d'autres zones érogènes. La personne qui parlait de Pavlov, là, c'est exactement ça. On est dans le conditionnement. Le conditionnement classique, on peut développer des zones érogènes comment? Alors, on peut développer des zones érogènes en faisant des associations. Si par exemple, votre partenaire vous caresse le sexe et en même temps vous caresse le nez, petit à petit, tous vos nerfs vont s'habituer à faire cette association. Et donc, votre nez deviendra une zone érogène. Il suffira simplement ça prend un peu du temps, hein. C'est pas que ça se fait dans la seconde, mais c'est des conditionnements qu'on peut faire. Alors là, j'exagère volontairement en vous disant le nez, hein. Ça peut être vraiment pour les personnes qui ont une poitrine pas trop sensible, on peut essayer, voilà, de toucher des zones de plaisir, de grand plaisir, avec aussi de les toucher à chaque fois qu'il y a un orgasme, hein, vient d'être, je sais pas, oui, le nez, voilà, on prend le nez. À chaque fois que vous avez un orgasme, vous touchez le nez comme ça, ça va être associé. Je crois qu'il y avait une question. Une question en ligne. Elle dit mon partenaire, mon partenaire a envie de financer notre vie sexuelle, mais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut faire à savoir que lui ne se masturbe pas, mais que moi oui? Alors, c'est une interdiction pour lui de se masturber ou bien je suis pas sûre d'avoir compris. Non, je pense que c'est la réalité, c'est-à-dire. Il se masturbe pas, d'accord. Alors, toutes les choses qu'on a dites avant, donc si tu veux bien revenir, Florent, juste sur la slide auparavant, les jeux peuvent être faits, donc ça peut être intéressant sans masturbation ou avec masturbation. Je sais pas s'il est ok de regarder Ellie se masturber et puis de peut-être. La personne n'a pas envie, le partenaire a envie, le ou la partenaire a envie de pimenter la vie sexuelle, mais pas moi. Mais la personne pas. Qu'est-ce qui est possible du coup d'être fait? On trouve un peu. Ouais, ok, d'accord, ok. Savoir que la personne. D'accord. Faire savoir que la personne qui ne veut pas, qui veut pimenter
La vie se masturbe pas. D'accord, ok, pardon, j'avais pas bien compris. Du coup, je pense que c'est d'abord, avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est plutôt se questionner sur les motivations. Qu'est-ce qui motive cette personne à vouloir pimenter sa vie et qu'est-ce qui motive l'autre personne à ne pas vouloir. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et puis là, de trouver ce qui peut être mis en commun. Pourquoi j'ai pas envie, pourquoi toi t'as envie, et puis qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que, enfin là la masturbation, est-ce qu'elle entre en lien direct ou indirect, enfin voilà, donc je sais pas si Ellie a envie de parler un petit peu plus, mais je pense que c'est plus une question d'aller chercher les motivations. On a une question aussi. On a une question en lien avec le plaisir. Une personne qui demandait tout à l'heure comment est-ce que l'alcool ou d'autres drogues influencent-elles le désir sexuel? Alors l'alcool, c'est jamais très bon pour le désir parce que justement ça inhibe une partie du système nerveux qui fait que les érections par exemple deviennent très difficiles. Et puis les drogues, alors il y a ça dépend quelle drogue de nouveau. Il y a des drogues qui au contraire stimulent, peuvent stimuler le rythme cardiaque, peuvent stimuler tout un tas de systèmes et du coup c'est toujours un peu, il y a le côté physiologique et puis il y a aussi le côté psychologique où on dit j'ai pris quelque chose, ça va faire. Hein, il y a aussi ces associations et puis les légendes un peu urbaines, j'ai envie de dire, où les gens disent mais tu verras si tu fais du avec la cocaïne, ça va être d'enfer, etc. Alors ouais, parce que il y a le fait d'être complètement désinhibé. Forcément, hein, on pense plus à tous les tabous qu'on a, à toutes les censures qu'on a. Donc ça, c'est sûr que c'est super cool. Si on a un taux d'alcool qui n'est pas encore un taux suffisamment important pour avoir un effet physiologique délétère, enfin, qui complique l'acte sexuel, ça peut être trop bien parce que on va parler facilement, on va s'en ficher un peu d'être nu si on a des complexes, donc ça peut être sympa, mais c'est pas pour autant que c'est une recommandation. Et puis pour les drogues, c'est un peu pareil de nouveau, mais après il y a effectivement des effets physiologiques qui sont un peu plus complexes que simplement ce que je suis en train de vous dire, mais après c'est pas non plus ma spécialité. Mais il y a des augmentations du rythme cardiaque et des effets aussi sur le système neurologique. Voilà. Avec des sensations décuplées ou complètement annulées. Ok. Donc ça répond à la question. Ouais, volontiers. Si les personnes disent. Ouais, je te redis si jamais. Puis il y a une autre question. Y a-t-il des solutions à des périodes pendant lesquelles on n'a aucun désir? Ça intervient quand? Quand est-ce que ces périodes interviennent? Est-ce que c'est parce qu'il y a des difficultés dans la vie familiale? Est-ce que c'est parce qu'il y a des difficultés dans la vie professionnelle, sociale? Il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'appareil psychique fonctionne en mode prioritaire, hein, donc il va sélectionner ce qui est prioritaire dans sa vie, enfin, pour sa vie, pour son équilibre. Donc, si il y a trop de contraintes à un moment donné, trop de soucis, la vie sexuelle, elle va être la pyramide des besoins. Voilà. Où la première des choses doit être de se sentir en sécurité, de se sentir bien, d'avoir à manger. Et si la personne a trop de contraintes ou de complications dans sa vie, ça peut atteindre le désir. Maintenant, que faire pour entretenir le désir? Si vraiment c'est un problème, après il y a aussi les consultations, hein, parce que c'est très difficile de dire tout ce qui peut être fait là comme ça, c'est toujours très individuel, où on doit voir ce qui atteint la personne à ce moment-là, comme facteurs environnementaux ou systémiques qui peuvent influencer sa vie sexuelle à ce moment-là. Mais sinon, tout ce qui a été dit pour entretenir la vie sexuelle et le désir et
et qu'est-ce que j'avais dit encore? Et augmenter le plaisir, voilà, tout ça sont des activités, des éléments qui peuvent aider. Il y a une autre question qui est là à tous les contacts. Je vais la lire juste après. Par contre, juste rendre attentive. Donc l'heure est dépassée. Par contre, Ah oui, nous on prolonge volontiers jusqu'à ce que tu aies fini ton ah oui. PowerPoint, mais c'est juste si jamais t'es pressé ou quoi que ce soit, n'hésite pas aussi. Non, moi ça va. Ok. Donc Mais ouais, ok. pas de Ouais. souci. C'est toujours très. Ouais, c'est pas facile Voilà. de tenir le timing, mais Ouais. voilà, on continue volontiers. Donc je lis la question. Ouais. Une jouissance très facile à atteindre par masturbation. Ah, je vais pas la suite. Ouais, moi je suis pas non plus. Par masturbation, stimulation du capuchon du clitoris est pour le moment impossible pendant la relation sexuelle, mais un grand plaisir. Ça veut dire quoi? Relation sexuelle hétéro ou pas déjà. Et relation, ça c'est important parce que les pratiques sont quand même hétéro, ouais, ok. Donc les pratiques vont être un peu différentes. Il y a une question de pression souvent. Donc durant l'acte sexuel, ce que je peux conseiller à cette personne, c'est la position d'Andromaque. Donc c'est de se mettre sur son partenaire et d'être en fait de pouvoir exercer la pression qu'elle veut. Donc je sais pas si voilà, comme ça c'est pas très. Non, ah ouais là. Voilà, d'être en position d'Andromaque, de pouvoir se pencher un petit peu aussi, parce que le clitoris, ben forcément, il n'est pas comme ça droit, mais de le pencher un peu pour qu'il soit stable. Et puis, en fait, d'exercer une pression plus ou moins forte de celle qui est d'ordinaire avec la masturbation. Donc ça, ça veut rien dire de particulier. Il n'y a pas une interprétation, ça veut dire que, mais ça peut être une idée. Le frottement, c'est souvent aussi une question d'angle et puis de pression. Donc de trouver le rythme et aussi de temps, parce que parfois il faut aussi un certain temps de frottement. Alors si c'est pas suffisant en termes de temps de frottement, ben, soit avec, comme on a dit, avec les jouets avant, après, ou avec ce qu'on appelle des préliminaires. Là, j'aime pas du tout ce nom, mais bref, avec des stimulations avant la pénétration. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Et le porno dans tout ça. Alors, on arrive bientôt de toute façon à la conclusion. Le porno dans tout ça, aujourd'hui, on parle beaucoup du porno, on l'étale un peu sur toute la toile. Le porno, ça peut être intéressant si on n'en est pas dépendant et on devient très vite dépendant. Mais la problématique avec la pornographie, c'est cette dissonance avec la réalité. Dans la réalité, on ne peut pas coucher avec une fille ou avec un garçon, avec une personne comme ça. On ne peut pas se croiser, tac, on est nu et puis on fait ce qu'on a à faire. Et c'est un peu cette image que nous renvoie à la pornographie. C'est qu'il n'y a pas besoin ni d'entrer en séduction, ni d'entrer dans des moments d'échange plus sensuels avec des interactions où on doit se déshabiller, où on doit interagir avec le corps de l'autre. On peut directement, tac, arriver et il y a un acte pénétratif ou il y a une pratique sexuelle quelconque. Et merci de rien, Ina. Et en fait, ça a pour tendance à élever le seuil d'excitabilité. Donc ça veut dire que ce qui peut vous exciter aujourd'hui parce que vous regardez une personne, vous regardez la forme de son corps, etc., puis c'est déjà excitant pour vous, eh bien, si on regarde trop de porno, on va élever ce seuil à quelque chose de, je veux voir déjà la personne tout de suite toute nue. Sinon, ça m'excite pas. Et puis après, je veux voir la personne dans certaines positions avec une attitude d'une telle manière, avec des vocalises d'une telle manière, et etc., etc. Donc on élève vraiment ce seuil d'excitabilité qu'on va pas du tout retrouver dans la réalité, parce que dans la réalité, il faut être confronté à la réalité, et c'est sûr que il faut rentrer en séduction, etc. Et donc c'est des personnes qui vont présenter des troubles de l'inhibition du désir, avec peut-être des dysfonctions sexuelles, comme des problèmes d'érection ou
des éjaculations précoces, etc. Donc la pornographie, voilà, il faut être conscient de ce que ça implique. C'est pas à moi de dire oui ou non, c'est juste à moi de vous dire, si vous le faites, soyez conscient que ça a un effet, ça a un impact sur votre excitabilité, ça a un impact sur votre conscience de la réalité et sur votre rapport à la réalité, et qui peut avoir des effets secondaires ou des conséquences assez importantes. Voilà. Je vais passer. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, super, merci Camille pour la proposition. Je m'excuse déjà pour le bug, hein. Du début, c'était un peu difficile de démarrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui passe. Enfin, c'est la salle, c'est assez particulier, mais bon, bref. Du coup, j'ai été longue à me mettre, avec grand plaisir, Laura. Et je me tiens à votre disposition. Vous avez là mon adresse de site internet. Je remercie le collectif pour l'égalité et le féminisme de Neuchâtel, de Neuchâtel, de m'avoir invité. J'espère, merci, ouais. Merci beaucoup. Et j'espère que vous aurez appris des choses et que ça aura été pertinent pour vous, pour chacun et chacune. Et voilà. Donc merci infiniment.